Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes. Je vais être très transparent avec vous, je suis pas du tout en forme. Il est minuit 54, on devait faire depuis quelques heures, mais Mika m'a mis un plan. J'ai dû aller dormir, remettre mon réveil et pour vous assurer un hebdomadaire. La semaine dernière, on n'y était pas. On n'était pas au rendez-vous. Bon, je pense que vous commencez à savoir les pourquoi du comment. Mika, je te demande pas si ça va. Ben écoute, ça va quand même. Merci de demander. Un peu fatigué, mais ça va. Et écoute, hein, on est là, on est présent. Par contre, l'hebdomadaire de la semaine dernière, ça sert à rien de dire que j'ai ma responsabilité. Tu as ta responsabilité entière. Pourquoi? Je me rappelle pas. Bah, parce que tu as annulé le dimanche soir sans me prévenir. Et après, tu m'as demandé le mardi. Et tu sais très bien que moi, en semaine, c'est compliqué. Non, je me rappelle pas, Mika, ça s'est pas passé comme ça. Ouais, bien sûr. C'est pas grave. C'est pas grave, moi, Ibi. Euh, Non, je te jure, je me Tu, rappelle pas. Je t'avais tu envoyé un commences. message. Quoi? Non, mais c'est pas grave. Tu commences le débrief par l'événement que tu as commenté? Ouais, juste quand même, en fait, il y a un événement qui va se faire pour la bonne cause et c'est important de le dire, en fait, pour pas vous induire en erreur. Je vais aller sur le compte. C'est en fait MMA Skills qui font un événement caritatif le 12 avril. Alors déjà, pour tous ceux qui veulent les infos correctes, 100% correctes, c'est sur l'Instagram de MMA Skills. Donc il y aura un stage de 15 heures à 18 heures. Et l'intégralité des fonds, elle sera reversée au projet Road to the Dice. Donc voilà, c'est un projet humanitaire dont tous les fonds seront reversés au Sénégal. Donc il doit y avoir une association, je pense, pour les gens qui sont dans le besoin. Et en fait, en intervenant, il y aura Zakaria Amou pour la partie MMA avec Ilian Boafia. En pied-point, on aura l'intervention d'Arnaud Templier avec Nas Shonen. En boxe anglaise, on aura l'intervention de Aziz Alab et Khalil El Adri. Et en grappling, il y aura Serral et d'autres noms comme Renaud du 10 Planet. Tu sais, c'est la team là de... comment il s'appelle? Donc voilà, bref, grosso modo, en tout cas, c'est un événement caritatif. Donc en fait, chaque inscription, c'est de 20 euros et tous les fonds, ils seront reversés à voilà, à une association. Donc c'est pour la bonne cause. Donc allez-y, il y aura du beau monde. C'est de 15 heures à 18 heures. C'est à Pantin, 1 rue Courtois, 93 500 à Pantin. Donc c'est samedi 12 avril, donc c'est le samedi qui arrive. Voilà, donc c'était important de le dire, mesdames, messieurs. Je vais mettre quand même Bon, c'est l'Instagram en noté. lien. J'espère que j'ai été clair. Désolé, je suis un peu dans les vapes, mais j'espère que j'ai été clair dans mes propos. Je mettrai l'Instagram Non, en ça va. lien. Voilà, on met l'Instagram. Ceux qui veulent participer au projet, c'est l'occasion de faire un petit stage sympa et d'avoir des bons intervenants. Et puis, il y a ceux aussi qui voudront juste participer. Bah, vous pourrez le faire sans forcément venir au stage, mais vous pouvez quand même participer pour donner de la force au projet. C'est ça, Mika. Et avant de démarrer les débriefs, déjà en deuxième partie de l'émission, on recevra Norman. Grosso modo, voilà, il expliquera mieux que moi, mais on parlait d'un syndicat à un moment donné, avec tous les problématiques que les athlètes peuvent rencontrer dans le milieu du MMA. Euh, Par exemple, les impayés, c'est un sujet un peu qu'on a abordé ces derniers temps. Donc voilà, il y a un syndicat qui a été mis en place, un syndicat de MMA. Donc on recevra un des protagonistes en deuxième partie. Il nous expliquera le pourquoi du comment est-ce que ça a été mis en place. Donc voilà. Et Mika, on parlait de l'atelier l'art de boxer la semaine dernière. On parlait de la rubrique Clubhouse. Et là, il y a une autre rubrique en fait qui se met en place. C'est tout simplement en fait pour vous simplifier les recherches. Si vous souhaitez rechercher un sparring partenaire, bah en fait dans la rubrique sur le site de l'atelier l'art de boxer, vous avez en fait des mots-clés à taper, que ce soit pour la recherche de sponsors, ça vous évite de faire un dossier, d'envoyer tout plein de messages, pour la recherche de combattants, pour ceux qui travaillent, enfin qui sont matchmakers par exemple, pour vous faciliter, plutôt que de mettre des stories ou des statuts sur Facebook,
Vous pouvez directement rechercher des combattants sur la rubrique. Pareil, ceux qui cherchent des sparring, par exemple Les un coachs, sparring. par exemple, aussi. Mais même les coachs, hein, si vous cherchez des coachs, bah, vous allez directement dans la rubrique, je crois que ça s'appelle Coach Wanted. Mhm. Vous pouvez y aller directement. Vous recevrez donc des coachs qui vous permettront d'évoluer avec eux. Pour les sparring, bah, Bullock, si vous l'a dit, c'est un peu comme l'histoire du Five quand je vous expliquais que vous n'aviez pas forcément 9 joueurs pour jouer avec vous. Bah, vous cherchez des équipes, bah, les sparring, c'est pareil. Il y a aussi même des onglets qui vont vous faciliter la recherche de sponsoring. Donc, soit des entreprises qui veulent sponsoriser ou soit vous qui cherchez des sponsors, bah, il y a une entreprise qui s'appelle Collaboration Wanted. Et donc, du coup, bah, vous pouvez vous inscrire, etc. Donc, c'est des onglets qui vont permettre de faciliter vos recherches et surtout d'aiguiller votre temps passé. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 25 minutes à chercher, bah, tout de suite avec ces onglets-là, vous allez direct droit au but. Donc, ça vous donne un temps de navigation qui est beaucoup plus court pour plus de pertinence dans l'utilisation de l'application. Donc, n'hésitez pas. Exactement, Mika. Rien à rajouter. Le lien de téléchargement de l'application, que ce soit pour App Store ou pour Android, il est dans la description. Et il y a aussi un site internet hein, pour ceux qui veulent se simplifier la tâche. Mais en tout cas, voilà, c'est accessible, clair et à la portée de tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et Mika, on va revenir sur l'actualité du MMA français. C'est vrai que ces derniers temps, on se plaint un petit peu. Il n'y a pas trop d'actualité. Après, je pense qu'il y a aussi la contre-performance, malheureusement, des Français à l'UFC qui a peut-être joué. Mais voilà, en tout cas, là, comme tu l'as mis dans ta story Instagram, on arrive avec un mois de mai ultra chargé. Avant de débriefer les derniers événements, est-ce que tu peux quand même nous rappeler les prochaines sorties des Français, que ce soit à l'international ou même sur le sol français? Bah, déjà, la première, en tout cas, qui va sortir, la première française, et c'est vrai que je l'ai pas citée, et encore une fois, les gens, ils aiment toujours dire oui, t'as oublié, t'as oublié. C'est Nora Cornell qui va combattre au mois d'avril, mais pourquoi je l'ai pas citée? Puisque moi, je parlais du mois de mai, et uniquement du mois de mai, mais la première représentante qui va combattre et représenter la France à haut niveau dans les prochains jours, c'est Nora Cornell qui combattra bah, très prochainement. Il me semble même que c'est samedi prochain. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est samedi prochain. Nora qui combattra à l'UFC et qui affrontera une combattante qui n'est pas classée, mais c'est un combat qui devrait lui permettre en tout cas d'asseoir sa position dans le top 15. Donc voilà pour Nora. Je, juste sur la date de combat, c'est bien samedi prochain, samedi 12 avril sur la carte de Volkanovski contre Lopez. Moi, c'est le Donc 12 avril, c'est ça, ouais. exactement. Ensuite, sur les événements à venir, bah, il y a l'Hexagone qui va être très très présent sur le mois d'avril et sur le mois de mai. On a d'ailleurs une organisation qui se fait là, c'est dans un pays, c'est en pays étranger, c'est la 26e édition avec pour main event Mikel Aljarouch qui défendra sa ceinture face à un Brésilien, Romero dos Reis. Euh, donc c'est vrai que ça passe un peu, Sous les ça sera en radars. Hongrie l'événement. Ouais, et c'est vrai que là, les hexagones, on n'en entend pas trop parler, pour être honnête. Les cartes qui sont aujourd'hui vendues, bah on va pas se mentir, c'est pas des combats qui nous intriguent. Il n'y a pas ce choc franco-français. Ouais, je pense qu'il faut. Après, Ouais. il y a quand même une bonne opposition qui va arriver. Il y a Alix Jean-Guillaume qui va affronter Gabor Boraros. Et bah, Gabor, c'est un gars que j'avais affronté. C'est Ah oui, clairement pas. le rocker là. Ouais, c'est ça. Donc, et je pense que c'est un bon combat pour Alix qui devrait lui permettre de briller. Ensuite, il y a Alexis Fontes qui affrontera pareil un Hongrois C'est qui a comme. Mais gars, attends, un- excuse-moi, c'était tellement un rocker que tu t'es même permis de mettre des high kicks. Ouais, je te cache pas que c'était pas le combattant le plus dur que j'ai affronté. Ensuite, pareil, Alexis Fontes qui va affronter un gars, normalement, bah, c'est un combat qui est censé relancer Fontes, hein. Le combattant qu'il affronte, il est sur 6 défaites sur ses 8 derniers combats. Donc, normalement, pareil, c'est un combat qui va permettre de relancer Fontes. Et après, bah, il y a toujours la filière brésilienne, malheureusement. Et c'est un peu ce que je reproche à l'Hexagone, il y a des ceintures. Et face à Al Jarreau, on ne trouve pas mieux que de lui mettre
un Brésilien qui est complètement inconnu du top niveau européen, tu vois. Le gars, il a quasiment jamais combattu dans les organisations européennes. La seule organisation plus ou moins étrangère qu'il ait fait, c'est l'ACA et il a perdu. Euh, donc c'est un peu dommage parce que Mikel Adjarouch, c'est du haut niveau. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est aux portes de l'UFC et on n'arrive pas à lui trouver des combats Après, qui permettent de faire. non, c'est vrai qu'il a un bon niveau, mais après, est-ce que jusqu'à présent, réellement, il a été testé? Donc, des fois, j'ai pas trop envie de... Bah, non, mais clairement, en tout cas, sur ses performances, il prouve Sur ses qu'il est bon, tu performances, vois. non, sur ses performances, il a montré, hein, et sincèrement, en plus, c'est un athlète que je suis depuis 100% fight, parce qu'on avait combattu, je crois, sur les mêmes cartes, mais après, maintenant, j'ai pas trop envie, des fois, parce que on a souvent tendance à parler du niveau UFC, ou de dire qu'un athlète est aux portes de l'UFC, mais la réalité, c'est que, ce qu'aujourd'hui, il a eu réellement des tests qui ont pu, on va dire, Bah, pour moi, limite, hein, son plus gros test en carrière, ça a été Ezwa Bayer, boire ça à l'époque, tu Max. vois, regarde, si tu me parles de, Limite. non, mais si tu me parles de Ezouber Bourassa, son plus gros test, qui est clairement on va dire inactif depuis un petit moment, enfin qui est plus aussi actif ces dernières années, et pourtant Ezouber, quand tu regardes sur ses 4 derniers combats, il a 3 défaites pour une victoire. Tu vois, et Non, c'est mais pour ça que je pense que des fois on devrait un petit peu prendre du recul sur nos analyses, et quand je dis on, je parle de voilà du MMA français en général avant de parler faut se faire tester en tout cas. Après, que ce soit par l'apport des non, Dana White mais Contender Series ou par des vétérans UFC, je pense que voilà, avant de parler d'un comment dire, d'un athlète qui est au port de l'UFC, après forcément avec les victoires qu'il allonge, qu'il ouais, enchaîne. il est quand même aux portes de l'UFC, Al Jarouj, avec Nicolas Leblon, c'est les gars dans la catégorie qui le sont, qu'on le veuille ou non. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, encore une fois, et c'est ce que je peux regretter, c'est qu'il a quand même, l'air de rien, il n'est pas tout jeune, hein, Nicolas Al Jarouj, enfin, Non, il a déjà 27 ans. quel âge? Euh, 27. Bon, ça va. Ouais, Bon, ça ça va, va, il mais comptabilise après, 16 combats. mais pour moi, il est maintenant, il est aujourd'hui temps pour lui. Tu vois, il est 91e mondial chez les flyweight et c'est l'heure pour lui de se faire tester. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est lui qui choisit les combats, hein. C'est bien pour ça que j'ai dit, c'est ce qu'on peut reprocher plutôt à l'organisation, c'est d'avoir un champion et de pas trouver mieux que de trouver un Brésilien qui, sur Fight Matrix, je vais vous dire comme ça, vous dites pas que c'est nous qui sommes mauvaise langue, mais Romero dos Reis, on va regarder combien il est classé en direct avec vous. Moi, je pense qu'il est au moins 300e, mais Romero dos Reis, Fight Matrix, bah, il est 172e, 183, pardon. Voilà, il est 183e. Michael Adjarouj, il est 100 places devant. On est dans des catégories où, en plus, c'est des catégories où il n'y a pas le plus gros niveau d'adversité, donc c'est assez facile d'être bien classé. Donc clairement, on aurait pu espérer mieux pour Michael Adjarouj. Et c'est vrai que je trouve que c'est d'un côté, on a Leblon qui affronte des bons gars au Cage Warrior parce qu'au Cage Warrior, on le sait, le niveau il est difficile, mais qui combat pas beaucoup parce que manque de chance. Ouais, il a beaucoup de mésaventures lui. Et de l'autre côté, on a Al Jarouche qui est hyper actif et qui malheureusement, on ne trouve pas les combattants qu'il faudrait pour réellement tester. Donc, monter ce combat Al Jarouche et Leblon et une fois pour toutes Ouais, et que après le meilleur signe. ouais. Mais non, mais ce Non que je mais veux dire, c'est en gros, je crois que Leblon, il est avec ici, je dis pas de ouais, conneries, Cage Warrior. il est avec Graham. Donc je pense pas que c'est un combat qui pourra se faire aussi facilement, hein, au niveau des contrats, mais c'est vrai que en plus les deux ils se chevauchaient sur le classement. À un moment donné, t'en avais un qui était 121 ou 122 et l'autre qui était 123e. Maintenant, Bah, c'est vrai que c'est un combat qui sera intéressant, mais bon, est-ce que ça va être réellement, on va dire, bénéfice pour les deux, autant qu'ils aillent se faire tester avec des mecs peut-être beaucoup plus classés, tu vois. Donc, tu vois, par en tout cas, exemple, regarde c'est le... frustrant Ouais. parce que Al Jarouj, on sait qu'il est bon et malheureusement, le niveau d'adversité qu'on lui propose à chaque fois.
et ben même s'il gagne, en fait, on va dire bah c'est normal. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'on a envie de le tester. Et c'est vrai que là, pour le coup, je dis pas que c'est de sa faute, mais je pense que l'organisation, il faut qu'elle arrive à un moment donné à lui trouver des adversaires de Après, taille, quoi. Je comprends pas que. de ce que j'ai vu là en fait sur les événements français, le plus dur c'est de créer un roadster en fait. Tu vois, à l'époque où Ares était à son prime et que ben, je prends la catégorie des welterweight, t'avais plusieurs combattants français, dont toi, Abdul, Karl, Ibra, Hussein, mais c'était des combattants qui étaient déjà, on va dire, vous étiez, enfin, vous êtes des combattants avec déjà une expérience. Donc, on va dire, il a fallu juste piocher à gauche, à droite. Mais maintenant, créer un roadster dans un événement et créer ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps, tu sais, genre de créer vraiment un roster, on va dire, avec pas mal de Français. Surtout que là, vu qu'il y a pas mal d'événements maintenant sur le territoire français, bah t'as une catégorie, mais qui va être dispersée sur quatre événements, sur quatre organisations, tu vois. Donc je pense que c'est un petit peu compliqué. Là, si tu me demandes quel autre Français il y a à l'Hexagone dans la catégorie des 57 kilos, je ne saurais même pas te le dire. Tu vois. Après, on sait que c'est une catégorie qui m'a l'air aussi peu fournie, j'ai Mais non, l'impression. mais c'est pour ça que je te dis. Ouais, c'est une KT pas fournie, mais après, tout le monde, les matchmakers, ils utilisent comme nous Fight Matrix. Il suffit d'aller regarder ce qu'il y a devant lui, les combattants qui sont pas forcément classés, et de mettre un chèque comment dirais-je, pour monter un combat intéressant sportivement. Parce que là, malheureusement, il faut savoir que dans cette catégorie-là, c'est l'une des seules où Fight Matrix s'arrête à 400. Ça veut dire que c'est pour vous dire que en général, ça va jusqu'à 600 et quelques. Mais c'est pour vous dire que, il y a vraiment peu d'adversité. Donc, quand il y a 100 places d'écart dans cette catégorie, c'est énorme. On se rend pas compte comme ça, mais c'est énorme le niveau entre les deux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un Al Jarouj qui, pour moi, est au top, aux portes de l'UFC, au terme de ses victoires, etc. Mais sauf que malheureusement, on sait qu'il est bon, mais malheureusement, il n'a jamais réellement été testé encore sur du très très haut niveau. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, si tu regardes au mérite des adversaires, eh ben, limite, le blond qui est moins actif que lui, eh ben, est plus méritant dans le sens où il prend plus de risques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pourtant, je trouve que Al Jarouj est très fort. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est bon, Donc, il est c'est bon. ce que je Ça, dis. vraiment, Et- en aucun cas, je remets son niveau. Voilà, je remets pas son niveau en doute, hein. Je dis juste qu'en gros, avant de parler on va dire ouais, d'être au port de l'UFC, d'avoir le niveau UFC, je pense qu'il faut parfois passer par des tests. Et c'est aussi comme ça que les matchmakers ils fonctionnent parfois. Et c'est pour cela aussi qu'il y a eu la case Dana White Contender Series, tu vois. Donc, c'est vrai. voilà. Et ensuite, Mika, pour les événements du mois de mai, t'es dans ton cité en Bah fait après, justement. justement, j'y venais. Il y a encore l'Hexagone qui va organiser à Lille au mois d'avril. C'est d'ailleurs c'est quasiment la seule grosse organisation, moyenne grosse organisation française hein, qui reste hyper active là, en ce mois d'avril et début mai, qui ouvre donc le 25 avril, qui va réorganiser donc d'ici 3 semaines à Lille, au Zénith de Lille, avec pour main event, là c'est intéressant, c'est un duel franco-français, j'aime bien, entre Nika Kobakidze et Brandon Brachet. Grosso modo, ils ont récupéré les deux combattants du COF qui devaient s'affronter pour la ceinture, donc franchement c'est une belle opération pour eux. Et ensuite, l'Hexagone revient aux Pays-Bas le 3 mai, mais cette fois-ci, 0 annonce sur les combats, etc. Ensuite, sur le mois de mai, incroyable, une semaine après, le 9 mai, on a le PFL MENA qui revient. Le PFL MENA, on le rappelle, c'est les tournois en Arabie Saoudite, avec deux Français qui vont être en lice. Le premier Français dans le tournoi des 66 kilos, c'est Yanis Ghemmouri, qui monte de catégorie. Initialement, c'est un bantam qui monte là chez les 66 kilos dans le cadre de ce tournoi. Et il y a Souil qui revient dans le tournoi des 70 kilos. Ensuite, une journée après, donc le 10 mai, on a le KSW à Lyon avec, bah, vous le savez, Saladin Parnasse, Laïd Zerouni, Alioune, Aïmargui, Ramzan Jambiev, Amaury Vako. Donc ça va être Eswil Kouachen. Donc ça va être un gros événement. Le même soir Tu t'inclus pas dedans? au Canada, Hmm. ouais, dis-moi. Tu t'inclus pas dedans? Le même soir au Canada, C'est une question. l'UFC 315, Ah, c'est une question, Mika. où on aura... Ouais, t'as dit quoi? Tu t'inclus pas dedans? Bah, pour l'instant, non. Pour Ok. l'instant, Mais pour l'instant, attends, il y a R. c'est signé de ton côté?
Moi, je sais que c'est pas de mon ressort, en tout cas. Donc en gros, c'est quoi? De l'autre côté, c'est comment? C'est... Je sais même pas, je te jure, je comprends pas. Je te Ok. jure, je sais même pas. J'ai arrêté de chercher de comprendre. Bon, De mon côté, t'as un petit message à faire passer au cas où Amine Ayoub, s'il écoute même ce pas, je podcast te par jure hasard. pas. Non, je te jure même pas. Je peux rien faire de plus, gros. Après, t'as vu, je peux pas combattre, je peux pas me combattre tout seul, tu vois. Je peux, je peux pas, tu vois. C'est trop d'énergie après. C'est trop d'énergie. Bon, Ensuite, le 10 mai, donc au Canada, il va y avoir le main event Mohamed Belal contre Della Maddalena. Évidemment, le co-main event, qui pour nous, c'est le main event, c'est Valentina Shevchenko qui fera la ceinture contre Mano Fiorot. Je le rappelle, c'est la première fois, enfin, potentiellement la première championne française à ramener une ceinture à la maison. Si elle gagne, en tout cas, ça sera la première. Avant ça, il y a eu Cyril Ngannou, même si on sait que bah, il combattait plus pour le Cameroun que pour la France, mais quand même. Et il y a eu Cyril Gane à deux reprises Derrick Lewis et John il Jones. me semble. Derrick Non, Le- Ngannou et John Jones. Non, Contre il y a eu Cyril contre Gane, Derrick Lewis. Lewis et Cyril Gane contre John Jones. Et Cyril Gane contre Francis. Oui, c'est ce que je t'explique. Mais la ceinture une disputed, il l'a fait que contre Ngannou et contre John Jones. Ah, bien sûr, c'est ce que... Oui, oui, ok. Mais j'ai juste inclus... Ouais, ouais, Derrick Ouais, Lewis, c'était la ceinture intérimaire. c'est ça. Et on aura sur cette même carte Benoît Saint-Denis face à Joël Alvarez. Donc Ouais, ça va être ça a été officialisé, hein. Il y avait des rumeurs depuis un bon petit... ouais, quelques semaines et ça a été officialisé. Donc, non, comme je disais, en fait, ces derniers temps, c'est vrai que c'était un petit peu creux l'actualité. Mais là, franchement, ça revient en très grande force et en plus aux quatre coins du monde. Donc, ça va être intéressant. Forcément, on reviendra sur les bah cartes ouais. Ouais, c'est ça. Hmm. Après, il y a le Ares le 16 mai avec Beissangour, Jordan Zebo, Wissam Akmouche, Jackie Jeanne, Hugo Guillon. Donc franchement, ça va être et même Delphine Benoît qui revient, pareil, belle opération du. D'ailleurs, on voit que beaucoup de combattants du COF ont été absorbés par le Ares et l'Hexagone, hein. Donc ça prouve que le COF quand même, ils avaient des bons combattants. Mhm. Ensuite, il va y avoir le Warrior Fight Night. Ils vont en fait s'associer avec le Brave. Sur cette carte, il va y avoir Damien Lapillus, AlexLohoré et Bouganem, Youssef. Ensuite, il va y avoir le PFL. Une semaine après, le PFL, c'est le 24 mai, où il va y avoir Barnaoui, Abdirora, Taylor Lapillus. Euh, Normalement, Abdul n'est pas sur la carte. Voilà, c'est les informations que j'ai. Je pensais qu'il y serait, mais il y serait pas. Il y a des bruits de couloir qui laissent entendre qu'on aurait possiblement Duragrin sur la carte et possiblement Azael. Donc, ça serait deux combats. En tout cas, Azael, comme je le dis souvent, c'est un combattant de ouf. Et j'aimerais bien qu'il soit sur cette carte. Le même soir, il y aura un hexagone à Bordeaux. On peut vous dire que le main event aujourd'hui, ça sera Ibra TV qui combat, mais contre qui, je peux pas vous dire. Et voilà pour ce mois de mai qui va être incroyable, en tout cas pour le MMA français. Je crois qu'on n'aura jamais connu plus beau et plus rythmé Chargé. pour le MMA français. Ouais, Ouais, après, franchement. je suis incapable de te le dire, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas, là, c'est pas mal. Et surtout que là, en plus, pour marquer l'histoire, on a Manon Fiorot, comme tu l'as dit, qui est en train d'aller prendre la ceinture indisputée. Donc, c'est une chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. On a juste une ceinture intérimaire. Donc, une ceinture indisputée, ça n'a jamais été fait. Donc, bon, on espère que ça va marquer l'histoire. Mais ouais, en tout cas, de beaux événements à venir. Et en tout cas, bah, pour revenir sur l'actualité, ce week-end, on avait un Français qui était de sortie à l'Octagone, Jean-Ric Montagnac. Moi, juste avant ça, j'étais du côté de Aix-les-Bains. Comme je l'avais dit, j'étais sur la troisième édition du duel. Donc, sincèrement, j'ai vraiment été surpris de la région Aix-les-Bains. Je te jure, c'était vraiment très agréable à voir. Il faisait beau et en tout cas, c'est une C'est belle bon. région. Ouais, Ouais, franchement, c'est une très belle région. ouais. On a été très bien accueillis. Et pour revenir sur l'événement, écoute, j'étais assez surpris. On avait 8 combats amateurs. C'était dans un casino de 400 personnes. Donc ouais, il y avait 400 places. Ça faisait vraiment intimiste. Euh, et pour parler des combats, en fait,
au fur et à mesure de la soirée, en fait, plus les combats ils avançaient, plus le niveau est monté. Moi, il y a peut-être deux ou trois combattants qui m'ont vraiment marqué. Déjà, il y a Kenji Aliaman contre Alpha Hero Mansart. Tu sais, déjà, Alpha, c'est celui qui avait pris la ceinture du PEF dans la catégorie des moins de 70 kilos. Et Kenji, c'est un combattant qui avait participé au MMA Academy et qui s'est incliné en finale. Donc là, c'est un combattant qui est assez, qui a vraiment son propre style, que ce soit en dehors ou dans la cage. Tu sais, il fait le tour de la cage, il va checker les commentateurs, il va checker l'arbitre. Enfin, tu sais, il passe par la cage au-dessus. Vraiment, je vous invite à aller voir, il a vraiment un style particulier. Il sait faire le show en dehors et dans la cage. Et bah, le combat, il y a eu pas mal de rebondissements parce que dès le premier round, dès les premières secondes, on a Alpha qui lui décroche un bras arrière, qui marque un knockdown. Mais au final, c'est Kenji qui a réussi à s'imposer par KO. Donc c'était un beau combat en plus avec deux amateurs, on va dire, en pleine bourre. Ensuite, il y avait Eddie Hurtal contre Adam Onifade. Pareil, c'est un combattant en tout cas qui m'a surpris. Eddie Hurtal, tu sais, tu sais, il me rappelle un petit peu Benoît Saint-Denis. Tu sais, c'est des athlètes qui sont techniques, mais tu sais, lorsqu'ils vont lutter, même lorsque le timing il est pas très très correct, tu sais, ils ont une force brute, tu sais, vraiment des bûchons. Et il s'impose par Kimura. En fait, il veut tenter d'emmener au sol. Finalement, il se fait contrer et il réussit à prendre une Kimura depuis la garde. Ça, c'était une belle performance, une belle soumission. Et ensuite, il y avait Rémi Rousseau contre Morgan Tong. C'était un beau combat. Rémi Rousseau, une très très belle boxe, une belle aisance technique, très posée et tout. Donc en tout cas, voilà, c'est les trois combats que j'ai le plus apprécié. Peut-être que je dois en oublier un, mais en tout cas, ouais. C'est les trois combats que j'ai le plus appréciés. Et non, vraiment, c'était un bel événement. Là, le prochain événement, ce sera le 14 juin à Chambéry. Donc, ça sera une salle avec un peu plus de personnes et il y aura un peu plus de combats sur la carte. Et le combat, enfin, l'événement, il devait être diffusé sur la chaîne, mais malheureusement, il y a eu des petits soucis techniques. Donc, ça ne s'est pas fait. Donc, en espérant que la prochaine fois, ça puisse se faire. Mais en tout cas, non, vraiment, c'est un bel événement et je pense qu'il va s'inscrire en tout cas comme l'un des meilleurs événements pour les amateurs. On sait qu'aujourd'hui qu'il y a le PEF, il y a aussi l'AEC. Et en tout cas, le duel, je pense que voilà, ça va s'inscrire comme un événement très prometteur, surtout pour les amateurs. En plus, franchement, l'accueil, il était au top, très professionnel, alors que c'est que la troisième édition. Et non, ça promet un bel avenir. Ouais, et puis ils sont bien implantés entre Annecy, Lyon, Grenoble. Ils sont pas très loin de la Suisse, pas très loin de l'Italie. Donc possiblement, comme je dis, c'est une région dans laquelle il se passe pas non plus énormément de choses en termes de MMA. Et possiblement, il y a une niche. Donc écoute, bah, content en tout cas que tu sois là-bas. Comme ça, tu commentes les événements et derrière, tu fais le débrief. Exactement, Félicitations, Mika. Rémi. Merci, mon gars. Et bah, du coup, on parlait de Jorick Montagnac, donc c'était ce week-end à l'Octagone. Pour pas vous écorcher d'ailleurs, Mika, je pense que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que bah, ces derniers temps, tu as partagé les tapis avec lui, même si c'est pas quelqu'un de ta catégorie. Ça faisait tout Ouais. juste quasiment ouais, un an qu'il n'avait pas combattu. Il y a eu plusieurs annulations et son dernier combat, c'était quasiment un an jour pour jour, c'était le 23 mars 2024. Et entre-temps, il y a eu des pull-outs. A priori, il a été blessé. Donc là, il revenait contre Frédéric Vosgron. Donc un combattant qui comptabilisait trois combats pour trois victoires. Et malheureusement, il s'est incliné Ouais, par triangle de bras. Ouais, donc ouais, c'est ça. Et, Jorik, qui est quand même à l'Octagone, c'est voir le combattant français le plus capé à l'Octagone, parce que il faisait son septième combat là-bas, c'est pas rien. Avant de ce combat, il était sur 5 victoires, une défaite. Sur l'ensemble de ses combats, c'est vrai que c'était 4 décisions et une victoire par KO TKO. C'est vous dire le niveau, franchement, le niveau difficile là-bas. Après, on connaît Jorik, hein. Jorik, c'est un combattant qui brille en général par son pied-point, son striking. On le connaît pas du tout pour son sol. On va pas se mentir, c'est pas un combattant qui est réputé pour avoir un gros sol. En face de lui, on avait un combattant qui était pas archi expérimenté en termes de MMA pur, on va dire. Il s'appelle Frédéric Vogrun, c'est un Allemand. C'est ce que je disais comment dirais-je, à Nicolas Hoth
Avant la prépa, je dis, il me faisait penser à un Pimblet baraqué Je sous te jure, stéroïdes, tu vois. Mika, Il a pas du ouais, une dinguerie. Mais par contre, il a un très très gros background en grappling, Et hein, avec voilà. les Polaris, les World Bah, IBBJF en Nogi, etc. Ouais. Il a un gros palmarès. c'est ce que j'allais dire. C'est un gars quand même, faut se rendre compte du niveau de grappling. Il a la ceinture du Polaris en 90 kilos. C'est un gros 90 kilos. Après, il y en a beaucoup qui me demandaient s'il y avait, si Jorik n'était pas, s'il n'y avait pas une différence de physique entre Jorik. Même que les gars, vous méprenez. Je pense que Jorik est plus grand et peut-être même plus lourd le jour du combat que son adversaire. Ou Ah, du moins, je pense pas. il était épais quand même, hein. Ouais, mais Jorik aussi, les gars, moi je vous dis, Jorik à l'entraînement, c'est solide. Mika, Euh, t'es un lightweight, c'est normal. Ah non, mais moi je tourne même pas avec lui. La dernière prépa, il m'a arraché ma paupière. Je te jure, En quand j'avais plus, combattu contre Romain Debienne, il m'a littéralement coupé la paupière. ah, Coupé. il est Je puissant, te jure. Jorick, hein. Et donc, du coup, je tourne pas avec lui parce que ça n'a pas d'intérêt pour lui, ça n'a pas réellement d'intérêt pour moi. Et la réalité, je pense que c'est ça. Après, je vais pas parler à sa place, mais je pense que pour tous les poids lourds et les moins de 93 kilos, euh, il y a un problème peut-être des fois, c'est de ressources humaines, entre guillemets, de sparring. Parce que quand vous allez au sol avec des gars qui sont plus légers, même si les mecs sont très forts en grappling, comme des 80 kilos ou des 85 kilos, le problème, c'est que si vous n'avez pas en face de vous un mec de 95 kilos qui vous met une pression de bâtard et qui vous sert comme un vrai gars de votre poids, et ben malheureusement, le jour du combat, bah, vous avez pas le même ressenti. Et là, son adversaire, bah, on a bien vu, hein. Franchement, son adversaire, je sais pas si tu as vu l'amener au sol, il a attrapé la cheville, Ah, genre mais il a dit, Nick, je reste sur la cheville, sincèrement, coup de pied. c'est horrible de tomber sur sur des gars comme ça. Tu sais, les gens qui vont te La cage, rentrer bah, dedans, genre et sans. t'as vu la cage? On aurait dit qu'elle était petite limite la Ouais, en cage. plus, c'était un Genre, bœuf, hein. ah, Après, le mec, il a couru, il a attrapé la cheville, juste il l'a Mika, pas une lâché. petite parenthèse avant de revenir sur le combat. Ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est vrai que bah, il y a des catégories qui sont peu fournies comme les poids lourds, les 93 kilos. Après, moi, en tout cas, ma manière de fonctionner, c'est que certes, en MMA pur, c'est rare de trouver on va dire, des poids lourds. Vraiment, genre des poids lourds qui sont ultra complets et tout, c'est rare. Par contre, ce qui est entre guillemets facile à trouver, c'est d'aller en fait dissocier les, euh, les domaines. Et en grappling, je peux vous assurer que vous avez la crème des poids lourds en France. En lutte, vous avez la crème des poids lourds aussi en France. En boxe anglaise, vous avez la crème des poids lourds. Après, voilà, il faut savoir, on va dire, mixer le tout. Mais moi, personnellement, c'est ma manière de fonctionner. Et parfois, sur certaines prépas, j'avais quasiment aucun sparring de MMA en poids lourd. Mais par contre, ce que j'allais faire, c'est que j'allais bricoler et chercher l'expertise à gauche, à droite pour tourner avec des poids lourds, ouais, de très bons grappleurs en poids lourd, en boxe anglaise ou en boxe mes-poings ou en lutte. Donc, voilà, après, s'il le faut, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, aller chercher les sparring, parce que malheureusement, parfois, les sparring ne viennent pas à toi, à part quand t'es une certaine voilà, quand t'as un certain niveau, une certaine popularité. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est pas évident parfois de trouver des sparring, mais bon, faut aller chercher, quitte à aller faire des training camps à l'étranger. Mais voilà, c'est un risque à Après, prendre. c'est pour ça, moi, je ne parle pas du tout Mhm. de sa prépa parce que je sais même pas en réalité Ouais, si je parle derrière il va globalement. chercher des. Ouais, ouais, voilà, je n'ai pas envie de dire si derrière il fait son travail personnel et qu'il va travailler le grappling. Par contre, ce qui est sûr, et ça, c'est une question que je me faisais, je me rends compte que peu de gens connaissent ou peu de gens suivent Jorik Montagnac, qui est pour moi l'un des meilleurs 93 kilos de France. Donc, je le dis souvent, dans cette catégorie, on a effectivement Oumar Sy qui est largement devant. Et depuis un moment, ça, je le dis, hein, c'est pas parce qu'il a signé à l'UFC, c'est parce que vraiment, je le pense. Ouais, il s'est démarqué par Euh, ses performances. et pourquoi il Clairement, s'est ouais. démarqué aussi? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Oumar Sy, il a compris très vite. Et pourtant, pour moi, hein, selon moi, c'est un gars qui a toujours brillé par son striking, mais il a fait l'effort de progresser au sol, il a fait l'effort d'aller en lutte, et surtout, il a fait l'effort de créer un écosystème autour de lui avec beaucoup de poids lourds. Ouais. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'il a fait autour de lui, Oumar Sy, peu de gens sont capables de le Mhm. faire. Et aujourd'hui, ça lui donne raison dans le sens où c'est pour moi et de loin le meilleur 93 kilos de France. Bah regarde là Mais ce que je veux dire, sur chaque PEPRA, il va à Miami à l'American Top Team maintenant.
Ouais, ouais, bah, il était venu pour nous expliquer. Mais par contre, ce qui est sûr pour Jorik, je pense que en termes de performance pure, ce qu'il a réalisé, c'était assez au-dessus de ce que je peux voir en moins de 93 kilos actuellement en France. Bah, par exemple, ce week-end, il y a Damien Remilosco qui a combattu bon, dans une organisation très mineure Mhm, et c'était un peu un fight retour pour lui. J'ai vu la qualité de son adversaire. On peut pas dire que c'était un adversaire mhm. de qualité, mais ça fait plaisir de voir qu'il revient parce que c'est un candidat qui, chez les moins de 93, peut créer du désordre. On a Paulin, que je trouve très fort, et je l'avais déjà dit quand il affrontait Ilian Boifia. Attention à ne pas sous-estimer Paulin, il a un style qui est, on pourrait croire comme ça qu'il a un style qui est pas très beau à regarder, mais il est très performant. On a Ilian Boifia, bah, qui est fort, il l'a prouvé. Et pour moi, Jory qui était au-dessus de ces gars-là, dans le sens où il avait plus prouvé, et je le pense encore, hein. Sincèrement, je pense que, il a plus prouvé qu'eux, en tout cas. Je parle en termes de performance sportive, je pense qu'il a plus prouvé qu'eux. Et je me rends compte qu'en fait, il est très peu connu. Et ma question, mais voilà, c'est une question ouverte, hein, c'est est-ce qu'il n'a pas intérêt aujourd'hui à revenir sur le circuit français, type Arès, etc., bah, pour aller chercher ces ceintures-là et pour se faire connaître du public français, sachant que là, désormais, entre guillemets, avec cette défaite, bah, il est reparti pour un run de minimum 3, 4 victoires. C'est-à-dire que on sait tous que quand vous avez une défaite, vous pouvez pas signer tout de suite. Jorik, c'est quand même quelqu'un qui a 31 ans. Donc, soit il se dit, bon, bah, je combats que pour l'argent et du coup, je reste là-bas. Et sachant que c'est pas non plus les primes du KSW, c'est pas les primes non plus du PFL et autres. Non, ça dépend, Ou ça soit il se dit, dépend. bah, Tu peux bien prendre là-bas. ouais, mais pas autant que pas autant que les têtes d'affiche du Mais, KSW gars, ou du. pour Mais je moi, suis d'accord. déjà, pour Ou, moi, ou soit, ou soit il revient au RS et il se dit, bah, je réaffronte un peu les Français pour montrer que je suis au-dessus. Et franchement, en tout cas, c'est voir Jorik au RS face à un Paulin, face à un Boifia, face à un Jackie Jeanne, face à un Hugo Guillon, moi, c'est des combats que je kifferais voir. mais déjà, Quoique Hugo Guillon, maintenant, il est à 84. ouais, mais pour moi, déjà, il y a une problématique. Déjà, en fait, enfin, est-ce que tu saurais me nommer les Français qui ont su briller sur le long terme dans les pays de l'Est? Mis à part Saladin Parnasse. Moi, c'est ce que j'allais dire. Et, et, J'allais dire tu, ça à Dean Parnas. et tu vois, par exemple, quand je regarde la catégorie de Jorik et la catégorie des poids lourds, le gars qui est détenteur des deux ceintures, c'est Will Fleury. Le mec, vous le regardez combattre, un cheval. Il m'a l'air tellement chargé, mais je te jure, c'est incroyable. Et en fait, même quand tu veux perdurer en fait dans les organisations de l'Est, pour moi, il faut combattre à armes égales en fait. Et quand tu vois des mecs je sais pas, à leur gueule, c'est écrit qu'ils sont chargés, combattre. Et surtout en ayant la ceinture, tu te dis, mais attends, comment toi, un combattant naturel, tu peux aller rivaliser avec cela? Et déjà, moi, je pense que ça, c'est une grosse problématique et c'est un risque aussi à prendre. Après, déjà, en tout cas, moi, ça me dérangerait personnellement demain de, d'être dans un roadster des pays de l'Est avec des mecs qui sont chargés autour de moi. Parce que je me dis, à un moment donné, mais même si on est d'accord, les substances interdites, ça fait pas tout. Un menton, ça reste un menton. Mais quand même, je pense que tu pars avec avec un désavantage déjà. Après, si tu gagnes, si tu brilles, bah tant mieux, c'est encore plus valorisant. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux parfois peut-être prendre du recul et revenir dans une organisation où il y a un peu plus de contrôle en termes de dopage, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un problème, moi. Ça, je trouve que c'est problématique. Après, maintenant, est-ce que ce sera peut-être, ouais, peut-être meilleur pour lui de revenir dans un événement français. Après, faut pas oublier qu'il est quand même sur un record positif là-bas. Et déjà, ouais, dès C'est pour son ça que deuxième combat, il a signé à l'Octagone. Et là, il est sur 7 combats pour 5 victoires et 2 défaites. 5 victoires de défaite, ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, attention, c'est pas genre est-ce que l'Octagone veut ou ne veut pas de lui, c'est pas ça que je dis. Moi, c'est On a bien plutôt compris, bien est-ce qu'il sûr. a pas intérêt parce qu'en fait, il fait des bonnes performances, mais il est trop inconnu en France. Et je pense que de le voir au RS, c'est quelque chose qui peut monter sa notoriété et peut-être derrière le rendre peut-être plus bankable. Et comme tu le dis, dans un sport peut-être aussi plus propre. C'est-à-dire qu'en France, potentiellement, il affronterait des adversaires qui seraient, ou du moins, il se poserait pas la question de savoir est-ce qu'il y a l'USADA ou pas l'USADA, tu vois. Ouais, je te Entre jure. guillemets, hein, même si l'USADA, c'est pour l'UFC, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il y a contrôle antidopage, pas antidopage? Donc voilà, en tout cas, c'est mon analyse.
et force à lui en tout cas pour la suite et écoute, on verra bien. Ouais, mais ouais, en fait, Après sur ouais. l'UFC, ouais, dis-moi. Non, non, je te laisse, vas-y. Non, non, vas-y, dis-moi. J'allais passer à l'UFC de ce week-end. Non, c'est juste que j'allais revenir sur le combat. En fait, quand tu me disais que le mec il avait agrippé, en fait, je disais que physiquement, c'est vrai que des mecs comme ça, c'est très dur à affronter. Et moi, si tu veux, en fait, dès les premières minutes, et je voyais un très bon footwork de Jorik, mais très honnêtement, vu la catégorie de poids, je me suis dit, est-ce que il va réussir à tenir ce rythme-là? Et franchement, le mec, c'était un bœuf, tu voyais qu'il mettait toute sa vie sur les takedowns. Et comme tu l'as dit, il a agrippé la cheville, mais le mec, il voulait t'arracher la cage avec. Il a traîné par terre, mais franchement, c'était surprenant à voir, pour pas dire impressionnant, tu vois. Après, bah, malheureusement, je pense que ça a dû lui user énormément d'énergie, surtout que ça faisait un an qu'il n'avait pas combattu. Et on sait que même si tu gardes un très très bon rythme d'entraînement, la sensation de l'entraînement et de la cage, elle est différente. Et ça a dû lui user pas mal d'énergie. On a vu qu'il y a eu une baisse de régime, même sur les défenses de lutte, c'était plus aussi dynamique dans le deuxième round, et c'est là où il s'est incliné par soumission. Mais en tout cas, ouais, le gars, très très fort au sol, hein. Il avait aucune boxe, mais ça, il avait qu'un seul game plan, c'était d'agripper et d'amener au sol. Donc voilà. Je te laisse passer à la suite, Euh, Mika. ouais, bah, c'est juste un petit mot. Ce week-end, il y a eu l'UFC. Il y a deux combats qui ont retenu mon attention. Bah, c'était en fait de voir ce que Brito allait donner. Brito, c'est l'ancien adversaire de Gomis qui affrontait Pat Sabatini, un Américain en Common Event. Pat Sabatini, bah voilà, il est chez les 66 kilos. C'est quelqu'un qui a un palmarès entre guillemets assez propre à l'UFC puisqu'il avait 6 victoires, 2 défaites avant de rencontrer Brito. Et sur ces 2 défaites, c'était notamment Diego Lopez et Damon Jackson. Donc c'est pas les derniers venus. Et je voulais voir si Brito, bah, il allait gagner, parce que c'est toujours bien, en fait, par exemple, pour Gomis, ça aurait été bien que Brito gagne ce combat, parce que ça aurait permis de valoriser, en fait, sa victoire. Mhm. Et Pat Sabatini, bah, non, il a gagné, franchement, il a fait un super combat contre Brito. Et franchement, il m'a impressionné. Et je me dis que la KT des 66 kilos, elle est dure. Je te jure, c'est le gars Sabatini, il est même pas classé. Et franchement, il a fait un combat que j'ai trouvé franchement, assez remarquable entre guillemets. Et c'est là que je me dis, mais en vrai, quand tu arrives à l'UFC, tu vois, tu te dis, putain, les mecs, ils ont un niveau de ouf. Et voilà, et donc c'était un peu aussi pour situer Gomis et Charrière dans la catégorie et regarder où ils en sont. Et c'est vrai que ils sont quand même dans une catégorie difficile. Ah, bien sûr, hein, Ensuite, pour moi, déjà, ces ouais, catégories, Mika, rapidement, pour moi, c'était l'une des plus disputées. Après, aujourd'hui, t'as aussi la 70, la 61 aussi, je trouve qu'elle est disputée. Mais la catégorie des featherweight à l'époque où t'avais Josaldo qui était champion, même quand t'as eu Conor après à un moment donné, pour moi c'était l'une des catégories la plus disputée, hein. Et même actuellement, il y a encore de gros noms, il y a des anciens quand même, des nouveaux comme je pense à Diego Lopez, mais d'ailleurs qui va disputer la ceinture contre Volkanovski, mais ouais, c'est du sacré niveau. Je te laisse passer. ouais. Vas-y. Et justement, le main event aussi, c'était les 66 kilos, c'était Josh Emmett contre Leron Murphy. Moi, Murphy, il m'avait impressionné, c'était face à Barboza. Mhm, Vraiment, j'avais trouvé qu'il avait fait un combat de ouf. 5x5, c'était incroyable. Derrière, il avait refait un 3x5 face à Dan Ige. Et là, il a regéré un 5x5 d'anthologie face à Emmett. Je lui donne 3 rounds faciles, voire 4 rounds dans ce combat. Une domination assez nette sur le plus gros puncher presque de la catégorie, puisque Josh Emmett, tout le monde connaît son pouvoir magique, il vous touche et il peut vous éteindre. Et en fait, il est impressionnant, Leron Murphy. Ce qui lui manque vraiment, c'est de finaliser ses combats. C'est juste un combattant qui est parfait, qui sait lutter, qui sait striker. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, sur ses 8 victoires, c'est 6 décisions. Et c'est seulement 2 victoires par finish. Et ces 2 finishes, ils sont arrivés en début à l'UFC. Et depuis, bah, c'est quasiment que des. C'est même pas quasiment, c'est que des décisions. Donc là, il a signé
on va dire, ses plus gros noms. Le plus gros nom, ça a été Amir Khani. Ensuite, comme je vous ai dit, il a pris Edson Barboza. On sait tous que Edson Barboza, c'est un peu le gardien du top 15. Mais là, quand même, il vient de battre Josh Emmett. Donc, il va monter huitième dans le classement. Et là, il va commencer à se frotter à des mecs comme Arnold Allen, Brian Ortega, Rodriguez, Evloev. Donc là, on va commencer à vraiment monter d'un cran, entre guillemets. Et je m'interroge un peu sur ce qu'il est capable de produire par la suite. J'ai le sentiment qu'il peut rivaliser avec n'importe qui dans le sens où Ouais. il a un jeu qui est vraiment difficile. Maintenant, c'est pas un combattant spectaculaire, c'est pas un combattant qui a cette magie-là, mais vraiment, il m'impressionne parce que physiquement, il est en place. Il a un cardio, il sait tenir des stratégies, il a déjà fait des 5x5 contre des gars solides. Donc, c'est un combattant à suivre avec beaucoup d'attention. Ouais, mais après, Mika, tu sais, parfois, t'as ce genre de combattants-là qui ont un run, et tu sais, ça me rappelle un petit peu Leon Edwards, qui avait du mal, on va dire, à finir ses combats, jusqu'à ce qu'il a eu le combat hier contre Kamaru, bon, même si après, derrière, il y a eu des contre-performances, mais qui a révélé, on va dire, on va dire, un truc magique. Et c'est vrai que parfois, t'as des combattants qui vont malheureusement se contenter de décisions sans pour autant trouver le finish. Jusqu'à un certain combat, peut-être jusqu'à une certaine adversité, ou peut-être ça va leur révéler, on va dire, un autre style, tu vois. Mais en tout cas, ouais, là, il est sur un run mais quasiment parfait, hein. Il y a eu, je crois, juste un draw, là, c'était contre un, un gars de la team à Khabib. Tu sais, c'était, je crois, il y a quelques années en arrière, mais sinon, depuis c'est que des victoires consécutives. Donc forcément, ouais, il va se placer bah, comme un contender sérieux, quoi. Ah bah ouais, il est invaincu. À l'UFC, comme je te dis, c'est un palmarès parfait. Maintenant, son seul, on va dire, point négatif, tu vois, c'est 8-0 à l'UFC. Sur les 8-0, comme je te dis, c'est malheureusement, c'est 6 victoires et deux avant la limite. Et sur les deux avant la limite, c'était vraiment ses premiers combats à l'UFC. Donc clairement, lui, c'était contre Amir Khadier et Ricardo Ramos. Donc, grosso modo, va venir la question, tu sais, à l'UFC, ils aiment bien le spectacle. Ça, c'est une évidence. Mais, Et je ouais. sais pas si ça va pas le ralentir dans son rush, quoi. Ah, mais clairement, hein, ça me rappelle aussi Belal Mohamed, qui était sur une série de victoires, mais qu'avec, il y avait que des décisions unanimes. Et je crois bah, l'un des seuls TKO qu'il avait mis, c'était contre Sean Brady. Mais sinon, c'était que des victoires par décision. Et regarde, malgré le verre qu'il a réussi à aligner, il a pris du temps à avoir son title shot, tu vois. Donc à un moment donné, Ouais, ouais, c'est là, clairement ce qui va regarde, se passer. l'un des pires, pour qui je trouve que ça a été, je trouve que l'UFC a été dur avec lui aussi, c'est Dariush, hein. Dariush, à un moment donné, il était sur 8 victoires consécutives. Il venait de battre Tony Ferguson et Gamrot. Derrière, on lui donne pas sa chance toujours pour le titre. On le met face à Charles Oliveira, il se fait battre premier round. Non, Derrière sa rupture, il se fait battre ouais. deuxième round. Mais je pense que Darius, Et, j'ai l'impression que c'est un autre problème parce qu'il a su quand même mettre ouais, des beaux KO. Mais après, lui, j'ai plus l'impression que c'est ouais, une question de popularité. ouais, J'ai mais l'impression c'est que c'est ce souvent qui lui a fait ça. défaut, ouais. Ouais, mais je pense que c'est comme Edwards aussi, tu vois, c'est lié au style. Edwards, il a un style qui fait qu'aux États-Unis, ça prend pas de ouf, tu vois, c'est quelqu'un qui est assez fermé. Et Murphy, quand tu l'écoutes parler, c'est clairement, pour moi, je le mets dans la même lignée que Edwards. Et pourtant, il est fort, hein, comme je te dis, faut apprécier, tu vois, mais je le trouve vraiment fort. Bon, écoute, maintenant, on verra. Sachant que, on rappelle, hein, la ceinture, elle se fait la semaine prochaine entre Alexander Volkanovski et Diego Lopez. Et sur cette même carte, ben, on aura la chance d'avoir Nora Cornell qui va combattre. Donc, soyez présents et allez soutenir Nora Cornell. Ouais, et juste pour rappel, Mickey, en fait, vu qu'on avait reçu Amine, le coach, le e-coach de la bonne école, qui était venu bah, exprimer son mécontentement concernant les impayés du COF. Déjà, a priori, il y a eu 50% des impayés qui a été réglé. Ça, j'ai vu ça sur la En fait, story il y a de. mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a un accord qui a été trouvé. En grosso modo, hein, moi, je ne suis pas dans les détails. Mais grosso modo, après on y viendra. Il y a les deux associés. Donc en fait, ils étaient trois. Il y avait Jérôme Bouffard, il y avait le Banner, mais qui était plus
entre guillemets, l'organisation s'est fait autour de lui et il y avait un gars qui s'appelait Gianni, j'ai oublié son nom. Mhm. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que Gianni s'est engagé à prendre 50% du salaire des combattants et Jérôme Bouffard 50% des combattants. Ouais. Et actuellement, il y a un accord qui sera en cours, un protocole qui sera en cours avec les combattants. Et donc, normalement, je dis bien normalement, les combattants vont être payés. Et donc, c'est une très bonne chose. Et tant mieux. Et justement, on va y venir parce qu'il y a grâce, grâce ou à cause de cet Ah, événement, peu importe, il y a un syndicat des combattants le syndicat du MMA qui est en place pour les intérêts des combattants. Et justement, la personne qu'on va recevoir est à l'initiative du projet. Il va nous expliquer un peu. ouais. Et juste, on vous le reçoit dans quelques petites secondes. Mais en parlant du COF, on va aussi recevoir l'un des anciens patrons du COF, justement Jérôme Bouffard, parce qu'on a eu on va dire, un son de cloche. Donc voilà, c'est bien d'accorder un droit de réponse. Donc on l'aura incessamment sous peu là dans la semaine. Je pense que l'épisode il sortira mardi ou mercredi. Donc voilà, il va nous expliquer en fait. Il va éclairer les zones d'ombre. Donc voilà, on a un son de cloche. Moi personnellement, comme j'ai pu discuter avec lui en fait il y a quelques heures, je ne le connaissais pas du tout. Et même lorsqu'on parlait de Jérôme, parfois en fait je confondais avec Jérôme Le Banner. Donc voilà, il va pouvoir nous apporter des éclaircissements et surtout apporter sa version des faits parce qu'il y a eu pas mal d'accusations concernant lui ou Gianni, c'est ça? Bah, après, tu vois, encore une fois, moi, c'est toujours pareil. Sur qui est responsable et tout, ça ne nous concerne pas trop. Non, Entre forcément, guillemets, forcément ça, mais bah, que comme je le chacun dis. puisse s'exprimer. Moi, il n'y a pas de souci sur chacun pourra s'exprimer, etc. Mais il n'y a qu'une personne qui pourra trancher, c'est la justice. Par contre, ce qui est sûr et certain et ce qui fait plaisir, c'est que le bruit que ça a fait, toute cette histoire, c'est que les combattants désormais vont être payés. C'est tout. Ouais, écoute, on y reviendra de toute manière. Norman, bienvenue et désolé de l'attente. Salut les gars. Comment tu vas? C'est énorme. Ça va, vous? Ouais, ça va, hein. Est-ce que tu nous entends bien? T'as une bonne connexion? C'est très important ça avant de démarrer. Ouais. Ouais, ouais, normalement, tout va bien. Ouais, c'est top. Bah, on en parle en amont, hein, comme on dit, qu'il y a un syndicat qui avait été créé. Donc, t'es à l'initiative de ce projet, mais déjà, avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Merci pour l'invitation. C'est Bah, cool. C'est notre avec plaisir. premier passage médiatique. Et le fait de le faire chez vous avec bah, deux combattants ou anciens combattants, si j'ai pas compris, Mika, ça dépend des moments, c'est ça? Ça dépend des primes qui Ça sont dépend des deux. proposées. Non, même pas, ça dépend des défis. Des défis, AB. Moi, je suis un mec du défi, je suis pas un mec de la prime. Et ouais, pour ce qui est de la présentation, effectivement, on est à l'initiative du syndicat avec Tahar Radby et Guillaume Pelletier. Ça faisait quelques mois qu'on en parlait avec Guillaume et puis Tahar a rejoint la discussion. C'est les, les difficultés de paiement autour des événements du COF qu'on précipité la création et qui ont mis un point final aux discussions et de se dire que là, il fallait vraiment y aller. Et quand même, Présente-toi toi Ouais, merci, déjà voilà. d'abord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Comment tu gravites autour du MMA français? Et ensuite, bah, du coup, ta vision pour le MMA français via le syndicat. Mais déjà, présente-toi, toi, Norman. Ouais, alors moi, du coup, ça fait une petite dizaine d'années que je gravite dans le milieu du MMA. J'ai commencé chez Venom, ou en tout cas chez Dragon Bleu, pour ce qui est de la société qui exploite Venom en France. J'ai fait une salle que vous devez connaître, qui s'appelle le Venom Training Camp. Mhm. J'étais le chef de projet sur la création de la salle de Rungis. Et, euh, et ensuite, j'ai eu un petit parcours, mais plus dans les coulisses et sur la partie business Mhm. que dans la cage. Et je me suis retrouvé à travailler sur certains projets avec Hatch. J'ai aussi travaillé avec la MMA Factory à l'époque, l'ouverture de la MMA Factory dans les salles de sport Honor. Et puis là, plus récemment, j'ai travaillé avec Guillaume Pelletier au moment de l'entrée des investisseurs dans la BTT. Ok. Et là, depuis quelques mois, je travaille pour le groupe Tragl,
donc qui est investisseur chez Ares, dans la BTT, au Factory, etc. Ok, Mais bah, du coup, de formation, tu es un juriste, tu es quelqu'un dans le droit des affaires, Dans formation dans le management du sport, Ouais, et après ça a dévié encore plus loin que le management, vraiment sur la partie business. Mais la formation de base, c'est management du sport. ok. Et est-ce que tu peux d'accord. nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est un syndicat bah, pour ceux qui ne le savent pas? Ouais, l'idée en fait, c'est de créer une association qui va permettre de regrouper tous les professionnels du MMA. On n'a pas voulu mettre juste les combattants ou alors en créer un autre avec que les managers. Tout ça, c'est des discussions qu'on a eues avant. Mais là, la volonté, ça a été vraiment de regrouper tous les professionnels du MMA, tous les gens qui vivent ou qui essayent d'en vivre, parce que vous le savez mieux que moi, c'est pas si simple de vivre du MMA. Et donc, l'idée, c'est de créer une association qui va pouvoir porter une seule voix et aller défendre les intérêts des professionnels dans les différentes organisations et organismes, comme auprès de la fédération, par exemple, auprès des promoteurs, etc. C'est vraiment l'idée, c'est de fédérer tout le monde et de porter des messages avec une seule voix et un seul interlocuteur. Et justement, le dernier fait, on va dire, qui a accéléré, on va dire, la création d'un syndicat, c'est bien les impayés du COF. Mais comment est-ce que vous allez procéder justement pour, on va dire, pour venir en aide aux combattants? Est-ce qu'il va falloir, est-ce que vous avez genre un avocat à vos côtés? Ouais, en fait, ça, c'est vraiment l'élément qui nous a motivés à lancer tout de suite le syndicat et à pu attendre. Mais c'est loin d'être le seul combat. On a beaucoup d'autres choses qu'on veut mettre en place. Je pense qu'on va en parler après. Oui, là, pour nous aider, on a des avocats qui sont en coulisses avec nous. Mhm. Et surtout, on a Tahar Radby, qui est membre fondateur du syndicat et qui, lui, est hyper actif sur ce sujet. Et crois-moi que sur ça, il est sûrement plus efficace qu'un avocat encore. Ah, il a pas été payé, lui, Je il va pas crois dormir. il a pas prévu de lâcher. Ouais, mais c'est justement ça, la question là, on le sait, le sujet il est brûlant, et en plus, mais pour l'instant c'est en bonne voie, donc je suis pas sûr que ce soit intéressant de parler de ce sujet-là, comme c'est amiablement, ça se règle plutôt bien, donc inutile de rajouter de l'huile sur Ouais, le c'est feu. ça. On a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Effectivement, Mika, t'as raison. Il y a beaucoup de discussions en coulisses, donc je peux pas trop en dire, mais a priori, ça devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Du côté Mais, du COF, en tout mais cas. Mais un syndicat, on est d'accord que voilà, c'est au-delà d'une affaire et donc justement c'est pour toucher un plus grand nombre et pour protéger les combattants. Donc la première question, c'est est-ce que ça sera ouvert à tous les combattants? Si oui, par quels moyens vous voyez la chose? Donc j'imagine une souscription, etc. Et la deuxième chose, bien souvent les syndicats, une fois qu'ils sont créés, on le sait tous comment ça fonctionne, c'est qu'ensuite c'est la mafia en général, hein. C'est que au début, ça se crée d'un côté vertueux, pour un but vertueux, et puis et puis après, bon, on se rend compte qu'en fait, le président, il veut pas lâcher sa place, et le secrétaire, il a une place, et le comptable. Donc, comment vous, pour on va dire, pour faire attention à tout ça, vous allez, pour mettre des garde-fous, qu'est-ce que vous prévoyez et comment ça va se passer? Ouais, ça c'est vraiment une très bonne question. Dans un premier temps, le syndicat, il est évidemment ouvert à tout le monde. Euh, il y aura une procédure pour pouvoir s'inscrire. On va demander une redevance parce que mener les combats, évidemment, ça coûte cher. Il y a les avocats à payer, il y a les courriers à envoyer, enfin voilà, tout un tas de choses. Et pour ça, on a besoin de fonds. La deuxième chose par rapport au bureau et à la gestion, il y a des élections qui auront lieu. Le but, c'est pas de verrouiller le syndicat. Au contraire, aujourd'hui, le président du syndicat, en tout cas le premier, c'est moi. Et moi, je le dis, j'ai aucun problème à laisser ma place à retourner en coulisses. Ça a été une volonté de Guillaume Ettard que ce soit moi, parce que justement, il voulait pas que ce soit soit un manager, soit un Ouais. combattant qui prenne la tête du syndicat pour éviter de trop l'orienter dans une direction ou dans l'autre. Donc ça a été le projet tout de suite. Et une question, mis à Ouais. part les impayés, quel type de problème, on va dire, de problématique les combattants ils peuvent rencontrer? Alors ouais, bon, du coup sur le sujet des impayés, au-delà de l'organisation dont on a beaucoup parlé, l'idée c'est de voir avec la fédération quelle solution on peut mettre en place
pour pas que ça se reproduise. Il y en a plusieurs. On est en train de discuter, de voir la meilleure. Je dois rencontrer le président et Lionel Brézéfin, le directeur technique, dans les prochains jours. Est-ce que c'est mettre en place une DNCG? Est-ce que c'est mettre en place une somme bloquée avant Voilà, l'événement c'est qui permettrait, ouais, exactement, un séquestre du montant de la fight card. Voilà, des solutions, il y en a, il faut qu'on les étudie, il faut pas que ce qu'on mette en place, ça bloque non plus les organisations, parce que la plupart du temps, il y a aucun problème. Les autres combats, bah, le prochain qu'on veut mener, c'est celui de la licence de manager. Euh, Aujourd'hui, le constat, c'est que dans le MMA, tout le monde peut devenir manager. Et dans les faits, tout le monde le devient. Et moi, je pense que c'est problématique. Il faut qu'on arrive à mettre en place un fonctionnement plus professionnel, que les managers qui vous représentent aient une licence, qu'ils aient des règles communes. Quand je vois que entre deux managements, même entre trois managements, tu peux avoir des contrats de 5 ans où tu vas verser des 20% de primes sur ta bourse. Tu as d'autres managements où tu signes 3 ans. Pourquoi tu rigoles? C'est Mika qui me fait rire, il a eu un petit sourire qui me vient aux lèvres quand Ah, t'as... 20%, ça lui a fait mal tout de suite. Je sais pas. Non, moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien Il y, dit a- du tout. il y en a d'autres, tu sais pas pourquoi, c'est 3 ans et 10%. Tu as un troisième type de management, t'es même pas sûr que tu payes ton manager parce qu'en fait, il a tellement envie de dire qu'il est manager que finalement, tu le payes pas, c'est pas grave. Et en fait, tout ça, c'est mauvais. Il faut que, si on regarde les autres sports qui sont beaucoup plus professionnels que la MMA, il y a une seule règle. Tu vois, au foot, c'est tous la même durée, c'est tous le même montant. Et en fait, c'est vers ça qu'il faut qu'on avance. Mais est-ce que déjà ça devrait pas déjà commencer par avoir une vraie une fédération propre au MMA déjà? Ça, c'est notre quatrième combat. Et il y en a un troisième, c'est celui du diplôme pour les entraîneurs. On veut avancer vers ça aussi, que les entraîneurs puissent passer un diplôme et être reconnus. Et évidemment, il nous faut aussi une fédération qui soit autonome et détachée de la fédération de boxe. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est déjà ça le premier combat déjà pour ensuite développer on va dire la problématique d'un diplôme de manager ou même d'un diplôme de coach, je Ouais, ça pense. permettrait déjà bah, à Lionel Brézéfin de plus être tout seul. Moi, quand je vois les interviews qu'il fait et les messages qu'il porte, je trouve ça vraiment bien. Ça va dans le bon sens, mais c'est pas son rôle en fait. Lionel, il est directeur technique et il doit pouvoir continuer à faire son travail correctement et pas à faire le travail d'un président de fédération ou d'un directeur général comme il est souvent obligé de le faire. Et, mais du coup, par exemple, là, je vais un peu plus loin. Quand on dit pour le syndicat du MMA, ça s'arrête vraiment aux intervenants du MMA, donc coach, manager, etc. On parle vraiment pas de tout ce qui est prestataire, etc. On est bien d'accord qu'on reste sur le côté sportif et ceux qui sont attraits au sport. Exactement. Ouais, l'idée, c'est de Et partir on, des combattants et de leur entourage. ok. Et donc, du coup, ça peut être, j'imagine, une aide juridique quand il y a un combattant qui est sur le point de signer un contrat avec un manager, donc pour poser des questions, pour savoir pourquoi il y a telle clause. Et j'imagine aussi que quand, par exemple, il y a des organisations qui font pas combattre un combattant, euh, et injustement ou pas injustement, on ne sait pas, mais justement, il pourrait questionner le syndicat pour savoir dans quelle mesure il peut faire valoir ses droits, etc. Ça peut être aussi ça. Ouais, exactement. On dirait que tu as eu accès au DM. On a créé la page Instagram il y a quelques jours et ça fait partie des questions qu'on a déjà reçues, des combattants qui veulent combattre et qui nous demandent si on peut regarder leur contrat parce qu'ils ont l'impression qu'ils combattent pas assez. Et des questions liées au contrat de management, justement. Nous, l'idée, c'est de pas orienter d'un côté ou de l'autre. On veut pas faire la pub des managements. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une harmonie et que ce soit au combattant de faire son choix en fonction des affinités et pas juste un calcul de durée, de pourcentage, etc. C'est pas la bonne façon de raisonner. Et donc, on veut œuvrer dans ce sens-là. Ouais, après, ça peut être aussi, au-delà de légiférer, de tout forcément harmoniser d'un point de vue réglementaire, ça peut être d'être un conseil dans un premier temps. C'est-à-dire de dire, attention, faut que tu fasses attention à ça, à ça, à ça. Parce que Ouais, après moi, ce qui me fait peur, hein, peut-être la question de dire, ouais, non, non, on veut vraiment que tout soit tout pareil, etc., etc. Bah, quelque part, c'est presque infantilisant déjà pour le combattant, parce que bon, en général, quand même, les combattants sont pas bêtes non plus. Par contre, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel très vite,
On peut signer des choses sans s'en rendre compte. Au début, on croit qu'on signe pour combattre un combat, et puis derrière, on se rend compte que en fait, on a signé pour 5 combats. Donc, c'est vrai que je pense que dans un premier temps, le rôle de conseil aussi, c'est déjà hyper important, de savoir ce qu'on signe et de savoir alerter le combattant sur attention, si tu t'engages dans ça, voilà ce que ça veut dire. Ouais, ça, je te rejoins, mais après, tu as aussi le risque dans l'autre sens. On peut pas aller trop loin dans le conseil parce que le but, c'est pas non plus d'aller prendre le travail des managers. Moi, demain, je peux pas me permettre de recevoir 15 contrats et de dire aux combattants, signe ça, signe pas ça, attention, là, il y a cette clause, etc. On peut me mettre en garde si vraiment il y a des trucs qui vont trop loin, mais après, on n'a pas vocation non plus à remplacer les managers. Et Norman, comment ça se Exactement. passe si un combattant qui a besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, est-ce qu'il a il a une somme à payer pour que vous puissiez, on va dire, le mettre en contact avec un avocat, enfin le mettre en contact, faire l'accompagnement avec un avocat ou autre? En fait, la somme qui est à payer, elle est pour adhérer au syndicat. Ok, C'est la même somme pour tout le monde. C'est 90 euros pour une année. Et après, que tu aies besoin ou pas, on ne demande pas de supplément. L'idée, c'est que ça fonctionne aussi sur une base de solidarité. Et ok. probablement que bah, vous, les gars, vous allez adhérer au syndicat, vous allez peut-être payer comme vous avez vos managers, bah, vous n'avez pas forcément besoin de nos services. En plus, vous avez une grande expérience, donc normalement, ça doit dérouler. Euh, et après, bah, il y en a peut-être d'autres qui auront besoin pour les sortir d'une situation où ils ont signé un contrat et sans trop faire attention à ce qu'ils signaient parce que ça les intéressait pas et qu'eux, ils voulaient juste combattre. Et ben, là, on interviendra. Ouais. L'idée, c'est comme une assurance, Ibi, hein. Tu payes ton assurance, tu capitalises. Sur les 1000 qui ont adhéré au truc, bah, il y en a 5 qui ont un sinistre et ils sont indemnisés sur la base de ce que les autres ont payé. Et c'est pour ça que je demandais aujourd'hui sur les postes, est-ce que on est sur des postes de salariés? Parce qu'en fait, c'est ça le vrai coût d'un syndicat à la fin. Et c'est la difficulté d'un syndicat pour vivre, c'est que plus il va y avoir, entre guillemets, d'utilisateurs, donc plus d'adhérents, et plus le syndicat va avoir une grosse enveloppe et donc permettre de gérer, entre guillemets, des conflits potentiels, moins il y a d'adhérents. Par exemple, s'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'adhérents, au bout du deuxième conflit, il y a déjà plus d'argent. Grosso modo, c'est le risque, hein, et c'est Ouais, la ouais. viabilité du projet, elle est là. Et c'est pour ça que ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur des postes type président et tout salariés, ou pour l'instant, on est Non. vraiment sur, entre guillemets, à but non lucratif. Non, non, pas du tout. Il y a pas de salarié, que ce soit moi, Guillaume ou Tar. On fait ça bénévolement et pour l'instant, c'est prévu que ça continue comme ça longtemps. Moi, j'ai pas vocation à devenir salarié du syndicat. J'ai mon travail à côté, ça se passe très bien. J'ai pas de Le sujet est pas là. Après, oui, on y passe du temps. Si on peut trahir un peu le secret des coulisses, on est dimanche 2 heures du matin en train de faire cet enregistrement. Donc, nous, la question du temps, on est là pour la donner. Ça, c'est pas un Pour, problème. pour œuvrer pour les MMA français. Non, mais Exactement. c'est pour ça que c'est une question, je pense qu'il doit avoir sa place aussi. C'est de, Ouais, bien sûr. je préfère moi, franchement, hein, je préfère quand quelqu'un me dit, bah ouais, évidemment que à terme, mon travail, c'est du travail. Et même si la cause est vertueuse, entre guillemets, bah bien sûr qu'à la fin, faut que j'en sois payé. Qu'une personne qui va me dire, ben non, moi, je pas du tout, c'est vraiment que pour les hirondelles sont blanches, etc. Et pas du tout, tu vois. C'est pour ça que je pose la question de but Ouais, en ouais, t'as blanc. raison de poser la question, mais non, clairement, moi, c'est pas le projet et c'est surtout pas ce vers quoi je veux aller. Si demain il y a besoin de salarier quelqu'un, je préfère qu'on salarie un juriste plutôt que moi essayer de gagner de l'argent sur ce projet. C'est pas du tout le sujet. Ouais, parce que tu vois, je sais par exemple que certaines entreprises qui n'ont pas les moyens, par exemple des petites moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des juristes, ce qu'ils font par exemple, ils souscrivent à une sorte de plateforme qui donne accès en fait à des conseils juridiques. C'est-à-dire que en fait, ils peuvent appeler une plateforme et le juriste leur répond et répond à toutes les questions pour la gestion de ses ressources humaines. Et effectivement, c'est une externalisation et en fait, tout passera via une plateforme. Et après, j'imagine que c'est des solutions que vous envisagez et que vous Exactement, mettrez ouais, en ça place au permet de fur et à mesure. mutualiser les coûts au démarrage. Comme au départ, t'as pas non plus Exactement. 50 sujets, t'as pas l'utilité d'avoir quelqu'un à temps plein à tes côtés. Exactement. Ok. Ben, Est-ce que, peut-être qu'on a. ouais.
Vas-y, Ivy. Non, je demandais en gros de quelle manière les combattants ils peuvent vous contacter. Est-ce que c'est par mail ou c'est directement sur l'Instagram? Le Instagram fonctionne très bien. Après, il y a aussi un mail qui est dispo. Donc, c'est contact@syndicat-mmapro.fr. Donc, les deux fonctionnent. On est réactif, on essaie de répondre très vite, peu importe le sujet, le combattant qui nous contacte. Normalement, il a une réponse très vite. Encore une fois, il n'y a pas que les combattants dans ce syndicat, hein. Évidemment, on en parle beaucoup, mais il y a aussi coach et manager. Et ça fait partie des choses qu'on a voulu dès le départ mettre tout le monde autour de la table, parce qu'en fait, tous les sujets tournent autour du combattant, mais c'est important que les coachs soient reconnus aussi, Bien que les sûr. managers puissent avancer. Ok. Et n'hésitez pas à tous hein, de poser des questions. Après, eux vous diront si c'est de leur ressort ou pas de leur ressort. Mais sachez que aujourd'hui, c'est quelque chose qui se construit. Donc, toutes les questions que vous vous poserez, en fait, leur permettront eux-mêmes à se poser la question de savoir comment ils pourraient vous aider ou est-ce que ça peut faire partie de leur champ de compétences. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à souscrire à cette page, n'hésitez pas à les solliciter. Et c'est comme ça que eux vont grandir et que la page va grandir. Pareil pour tous ceux qui pensent combattants en se disant bah moi j'ai pas de problème aujourd'hui, tout va bien, je suis bien géré. Sachez que c'est souvent le jour où vous avez un accident que vous dites bah c'est trop tard. Et 90 euros, bah, sur le coup, ça peut paraître beaucoup pour certains. Attention, je dis pas, hein, on sait tous que c'est dur le MMA, notamment quand on commence ou autre. Mais par contre, quand on a un problème juridique et qu'on doit sortir 2 000 € pour avoir des frais d'avocat, et ben, le fait d'avoir cotisé 90 euros, on peut se dire que, on a bien rentabilisé derrière. Donc voilà, sachez que là, tous les combattants qui courent et qui couraient après leur prime sont bien contents du travail dans l'ombre qui a été fait par une poignée de personnes. Mhm. Donc voilà, je vous invite du moins à aller sur la plage. N'hésitez pas à poser des questions. C'est comme ça que le projet va réussir à prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça que même eux vont réussir à se poser des questions sur bah, quelle porte on peut ouvrir, quelle porte on referme. Norman, je te laisse conclure si tu as des choses à rajouter. Franchement, c'était vraiment une très bonne conclusion. Merci, merci Mika. C'est exactement ça. N'hésitez pas, venez, on est ouvert, on discute, on prend les sujets, on voit si on peut aider, on le fera avec plaisir. Il y a des terrains sur lesquels volontairement on n'ira pas, mais ça, on verra au cas par cas, c'est pas un problème. Et après, ouais, je te rejoins, évidemment, tu peux te dire que ouais, t'as pas besoin de mettre 90 euros en plus, pourquoi adhérer à un syndicat? Ça fait partie déjà des retours qu'on a. Il y a déjà des combattants qui nous ont dit non, moi ça m'intéresse pas, ou des coachs. Aucun problème, les gars, faites votre chemin. Après, c'est toujours quand on pense que qu'on risque rien que les problèmes arrivent. Et, euh, et voilà, il y a la fédération, je pense qu'il y a le même sujet aussi par rapport aux licences. J'ai entendu plusieurs fois le discours de Lionel dire que voilà, 25 euros, tout le monde peut prendre la licence et venir rejoindre le mouvement. Nous, c'est un peu la même chose, c'est de dire qu'en fait, on a besoin d'être fort pour peser, et plus on va être fort, plus on aura du poids aussi dans les décisions et dans les sujets. Donc, Alors, pour être honnête, moi, je pensais que bah, le syndicat, c'est une bonne chose, hein, mais tu vois, je pensais que en termes de licence, et c'est une question que j'aurais voulu poser à Lionel quand on serait vu, parce que j'ai l'occasion de le croiser parfois, c'est pourquoi dans le cadre de la licence, qui t'a payé 3 à 4 euros plus cher, il n'y a pas l'option protection juridique pour les combattants. Parce que ça, c'est même dans votre assurance, hein, pour ceux qui nous écoutent, dans votre assurance vie, habitation, etc., vous avez cette option, c'est une protection juridique. Et grosso modo, c'est dans tous les problèmes de la vie que vous avez cette protection juridique qui vient financer vos procédures judiciaires ou autres quand vous avez un litige ou autre. Et ça, c'est vrai que dans le cadre d'une licence sportive, je trouve que c'est hyper important d'avoir cette protection juridique, quitte à payer 10 euros plus cher sa licence, parce que le jour où vous avez un problème juridique, bah, vous avez un contrat, donc du coup, forcément, vous pouvez faire valoir vos droits. Et c'est important de l'avoir, cette protection juridique. Et je pense que déjà dans le cadre fédéral, hein, en termes de licence, ils peuvent peut-être faire quelque chose en termes d'assurance. en fait, ça dépend aussi de ton statut, parce qu'on sait, il y a pas mal de combattants qui sont auto-entrepreneurs. Et alors que quand tu es licencié, tu l'es à titre perso. Et du coup, là, ça pose une question juridiquement, vu que tu es licencié à titre perso, mais que tu peux avoir un conflit par rapport à ton statut Le statut professionnel. professionnel, Comment tu fais pour exactement. être représenté? Et voilà. C'est une discussion qu'on a déjà euh, avec la fédération. Même Identifié, chose ouais. par rapport à
une assurance en cas d'impayé, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose comme ça? Et en fait, c'est le même problème qui se pose pour l'instant. C'est de dire, OK, mais qui on assure dans ce cas, qui prend la licence et comment on fait? C'est parce que dans ce cas-là, le contrat, il doit être fait sur le nom du licencié et non sur l'auto-entrepreneur. Et pour plein de Ça. raisons, on n'a pas envie Ouais, ouais, j'ai bien que le compris, c'est contrat des soit fait sur le nom questions. du licencié. Ouais, 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 exactement. Ouais, parce que souvent, il y a des contrats, effectivement, même des fois, tu peux le faire avec une asso, etc. exactement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ok. Ouais. Bah, les gars, en tout cas, bah, déjà bravo pour cette belle initiative en espérant que ça puisse bah, être un game changer hein, pour le MMA français parce qu'on sait qu'on est encore aux prémices en réalité, même si ça fait maintenant 5 ans que ça a été légalisé, bah, on voit que voilà, ça manque Ouais, c'est parfois clair. de professionnalisme. Mais la Bah, Bah, légalisation, en écoute, fait, c'était que le premier combat finalement. Maintenant, il y a tout à mettre en place. c'est vrai. T'as dit quoi, Mika? T'allais dire ouais. quoi? Non, j'allais dire d'ici un an et demi, t'inquiète, il y a eu la bataille des combattants, la bataille des teams, il y a eu la bataille des managers, la bataille des organisateurs, et dans un an et demi, tu as la bataille des syndicats. T'inquiète. Ouais, T'inquiète. ça Tu fait peux être partie sûr et des. certain, tu peux être sûr et certain qu'il va y avoir un nouveau syndicat qui va avoir le jour. Bah, c'est Aucun possible, hein. Tu problème. sais, généralement, quand il y a un truc qui éclot, t'en as d'autres qui suivent. Mais en tout cas, voilà, le Ouais. but, c'est que ça puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Norman, merci. Si t'as une dernière chose à rajouter. Je pourrais tenir comme ça encore longtemps, les gars. Non, non, pour reprendre ce que disait Mika, ça fait partie déjà des choses qu'on s'est dit avec Tahar. C'est que forcément, quand on met autour de la table des managers, des coachs et des combattants, on comprend qu'à un moment, les intérêts, ils sont divergents. Et ouais, je te rejoins, je pense qu'un jour, il faudra séparer les syndicats. Il y aura le syndicat uniquement des combattants, celui uniquement des managers, celui uniquement des coachs, et à la fin, tout le monde se prendra la tête. Mais pour l'instant, le MMA, déjà, on n'est pas assez soudé avec un seul syndicat. Alors si en plus on commence à se diviser, on va pas y arriver. Moi, j'étais toujours du côté force ouvrière, donc tu l'as compris, des combattants. C'est beau, c'est beau. Bon, Tu l'as salut. toujours. Mais Ika, d'ailleurs, tu devrais rejoindre le mouvement, hein. Ouais, mais moi, Ça faisait tu un me petit connais, moment. moi, Oh, mais ça faisait un petit moment que tu moi, que mon cœur, il a toujours été pour les combattants. J'ai toujours dit. bah écoute, il me manque juste la preuve à l'appui maintenant. Bon, merci à tous. Norman, un plaisir en tout cas, bon courage pour votre bataille. Et à Mika, Merci les gars. Mika, juste demain si tu fais un entraînement, ramène-moi des protèges Shiba, s'il te plaît. J'ai pas les miennes. Vas-y, c'est bon, mais juste à 10 heures. Vas-y, bonne soirée à tous, bonne nuit. Norman, encore merci de Salut, ta Jean. présence et à très Merci vite. à vous. Salut les Salut. gars.